Sur cette vidéo familiale, Stéphanie Fovio a 18 ans. À l'époque, la jeune fille est étudiante et elle a la vie devant elle. Pourtant, quelques semaines seulement après ce moment de bonheur, la jeune fille va être agressée et tuée. 20 ans ont passé depuis le drame. Ses parents restent forcément inconsolables. Ça m'a hanté, encore maintenant. C'est inimaginable de vivre ça. On attendait la vérité et savoir ce qui s'est passé au juste ce fameux 24 mai 1995. On sait qu'on s'est acharné sur Stéphanie, que l'auteur de cette agression s'est montré d'une particulière violence. C'est certain que Stéphanie n'aurait pas ouvert la porte à un inconnu, c'est certain. On doute de tout le monde. Tout le monde était coupable, tout le monde. Évidemment, il y a l'ADN. L'ADN que l'on retrouve en mélange avec le sang de la victime. On y va parce qu'on a l'ADN et qu'on est certain qu'avec l'ADN, c'est fini. Le plus grand ennemi des enquêteurs, c'est le temps qui passe. Lille, dans le Nord, le 24 mai 1995. C'est la veille du week-end de l'Ascension. Le centre-ville est presque désert en cette fin d'après-midi. Et tout le monde ignore le drame qui vient de se jouer dans cet immeuble du quartier de la Gare. C'est au 5e étage que vit Stéphanie Fovio, une jeune étudiante de 18 ans. Il est 17 h lorsque Karine, sa colocataire, vient récupérer ses affaires, car elle part en week-end chez ses parents avec 2 de ses amis. Seulement quand elle tente d'ouvrir la porte, Karine remarque quelque chose d'anormal. Quand les jeunes arrivent devant la porte de l'appartement, impossible d'ouvrir. La serrure est obstruée par un objet métallique, probablement une clé cassée. Donc qui pense à une tentative de cambriolage. Lilian, l'aîné des 3 jeunes, décide alors d'enfoncer la porte. Et il pénètre dans l'appartement où, a priori, il ne constate rien de particulier. L'appartement n'est pas en désordre, tout semble en place. Karine rassemble ses affaires. Mais les 2 garçons sont nerveux. Cette histoire de clés cassées et de cambrioleurs semble les tracasser. Il faut prévenir Stéphanie, qui à cette heure-ci est encore à la faculté. Lilian décide de lui laisser un petit mot. Il écrit un petit mot en disant « Stéphanie, si tu reviens à l'appartement après qu'on soit parti, ne t'étonne pas de voir la porte d'entrée fracturée. Il y a certainement eu un cambrioleur et on était obligé de forcer la porte pour rentrer. » La suite, les jeunes étudiants ne pouvaient l'imaginer. Karine se dirige vers la salle de bain. Et là, elle se rend compte qu'une fois encore, la porte est fermée. Elle se demande si le voleur les a pas entendus défoncer la porte, n'a pas pu se retrancher dans la salle de bain en s'enfermant de l'intérieur. C'est en regardant par la grille d'aération située en bas de la porte que les 3 étudiants vont découvrir l'impensable. Et c'est là qu'ils découvrent qu'en fait, il y a un pied qui dépasse de la baignoire. Un pied qui a l'air d'être suspendu en l'air. Est-ce le corps de Stéphanie Fovio? Le cambrioleur est-il encore là, barricadé dans la salle de bain? Les 3 jeunes ont l'impression de vivre un cauchemar. Les 2 frères vont une fois de plus défoncer la porte. Et là, ils sont saisis d'effroi. Le corps qui se trouve dans la baignoire est celui de la colocataire de Karine, Stéphanie Fovio. Et tout laisse penser qu'elle est déjà morte. Elle est à moitié immergée, elle a les pieds qui dépassent. Dans une position particulière, la tête qui baigne dans l'eau. Elle a son peignoir qui est entrouvert, qui laisse apparaître son intimité. Mais qu'a-t-il bien pu se passer pour que Stéphanie Fovio trouve la mort dans des conditions aussi sordides? Qui a tué la belle jeune fille?
Il est 17h30 lorsque les policiers de la Sûreté de Lille arrivent au 52 rue Faidherbe. Et très vite, un légiste va apporter un début de réponse sur le terrible scénario du drame. Elle a été ébouillantée au niveau du visage. Son visage porte des traces de brûlure, de fortes brûlures. Elle a été brûlée au 2e degré. Elle porte des traces de strangulation et elle a reçu au moins 3 coups très violents au niveau du crâne. On sait qu'on s'est acharné sur Stéphanie et que l'auteur de cette agression s'est montré d'une particulière violence. Son intimité a été blessée. Il y a des traces sur les cuisses. Tout laisse penser à une agression sexuelle. La jeune étudiante aurait donc été victime d'un viol ou d'une tentative de viol, accompagnée d'un déferlement de violence inouïe. Les policiers passent l'appartement au peigne fin. Ils recherchent des indices, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y en a pléthore. Ils recherchent tout ce qui peut être empreinte digitale, empreinte génétique, des cheveux, des mégots de cigarettes. Dans la salle de bain, sur le corps de Stéphanie Fauvio, les policiers vont trouver un indice qui devrait s'avérer déterminant. C'est un poil, très vraisemblablement un poil pubien, qui se trouve sur le nombril de la victime. Et très vite, on imagine assez facilement que ce poil pubien est la signature du criminel. Une trace ADN. Forcément, ça ne peut être que celle du meurtrier, puisqu'il a été retrouvé sur le nombril de la victime. C'est quand même pas anodin. Il est extrêmement rare d'avoir une preuve aussi évidente sur une scène de crime. Grâce à cette découverte, les policiers pensent remonter jusqu'au tueur très rapidement. Dans la chambre de l'appartement, et alors que la police scientifique termine ses prélèvements, Karine, la colocataire de Stéphanie Fauvio, est interrogée. La jeune étudiante est en état de choc. Stéphanie était sa copine d'enfance. Elles se connaissaient depuis le lycée, elles s'entendaient bien. Et lorsqu'elles auront passé leur bac, elles vont décider de prendre cette colocation ensemble puisqu'elles vont toutes deux poursuivre leurs études à Lille. C'est vraiment une étudiante, comme on peut en croiser des milliers à Lille à cette époque-là. Elle a aucun souci, aucun souci. La jeune fille va livrer aux enquêteurs une anecdote. Le matin même du crime, un événement inquiétant s'est produit. À 7h15, l'interphone a sonné. Elle est allée répondre et il n'y avait personne à l'autre bout du fil. 7h30, deuxième coup de sonnette. Cette fois-ci, c'est Stéphanie qui répond. Et même chose, personne au bout du fil. Alors, qui a bien pu à 2 reprises sonner ce matin-là? S'agirait-il du tueur? Ensuite, Karine raconte avoir quitté l'appartement à 8h05 pour aller en cours. Elle a laissé seule Stéphanie Fauvio. En fait, quand elle part, Stéphanie est en peignoir, elle s'apprête à se faire couler un bain. Retour sur la scène de crime. Il est 19h. Cela fait 2 heures que le corps de Stéphanie Fauvio a été découvert par ses amis. Lorsque quelqu'un se présente à la porte de l'appartement, c'est un témoin important de l'affaire. Il s'appelle Vincent, il a 18 ans et c'est le petit ami de la victime. Donc Vincent, n'ayant pas de nouvelles de Stéphanie, va venir à l'appartement. Et c'est là, en discutant avec les secours, qu'il se rend compte que Stéphanie est décédée. Les policiers ont en face d'eux un homme brisé, un homme terriblement choqué. En larmes, le jeune homme raconte aux enquêteurs qu'il sort avec Stéphanie depuis plus de 2 ans. Ils devaient passer la soirée en amoureux. C'était leur première grande histoire à tous les deux. Les policiers demandent au petit ami d'inspecter l'appartement de Stéphanie. Peut-être va-t-il remarquer quelque chose d'anormal. Et lui va dire, moi je lui avais offert un collier, une bague, ça je le retrouve pas. Ce qui est très bizarre, c'est qu'il n'y a que les affaires de Stéphanie qui manquent à l'appel.
Et puis l'appartement ne donne pas du tout l'impression d'avoir été fouillé. C'est pas la scène classique que l'on rencontre dans un cambriolage. Le tueur a-t-il maquillé le crime en cambriolage? Avant de pouvoir tirer les choses au clair, les policiers ont une lourde tâche à accomplir, prévenir les parents de Stéphanie. Quand ils appellent chez les parents de Stéphanie, ils tombent sur Valérie, la sœur de Stéphanie. Alors ce jour-là, elle fête ses 25 ans, elle est avec son petit ami. Les parents sont partis en week-end, et ils sont partis avec leur caravane. Francis et Ginette Fauvio, les parents de Stéphanie, sont au camping, au Tréport, sur la côte normande, à 150 km de là. Seulement, ils n'ont pas le téléphone sur place. Alors Valérie prend immédiatement la route, la boule au ventre, pour annoncer à ses parents la terrible nouvelle. Dans la nuit, Valérie elle est venue taper à la porte de la caravane en disant que Stéphanie était morte. Je comprends pas. Je comprends pas. Quand les parents apprennent la mort de Stéphanie, ils ne comprennent pas, parce qu'ils ne savent pas que c'est un meurtre. Ils ne savent pas. C'était très dur pour moi de l'accepter. Je veux dire, c'est horrible pour une mère. On a paniqué. On est reparti aussi vite du Tréport à la maison. En route, les parents pensent aussi à leur fils Fabrice, le cadet de la famille. Il n'est toujours pas au courant du drame. Cette nuit-là, il était en discothèque jusqu'au petit matin. Je faisais la fête pendant que ma sœur était à la morgue. On ne savait rien. On ne savait pas ce qui s'était passé. On ne savait pas si c'était une maladie, un arrêt cardiaque. On ne savait rien. Et le plus dur reste à venir pour les proches de Stéphanie. Car bientôt, ils vont découvrir l'atroce supplice que la jeune fille a vécu avant de mourir. Les détails du crime, Francis Fauvio, le père de Stéphanie, va les apprendre le lendemain matin, alors qu'il se rend au commissariat de Lille. Ils m'ont expliqué comme quoi Stéphanie le retrouvait dans la baignoire. C'était tout, ils ne voulaient pas trop en dire. Francis Fauvio veut voir sa fille. Le père éploré se rend alors à l'Institut médico-légal, même si les policiers ont tenté de l'en dissuader. Francis Fauvio va faire des pieds et des mains pour voir le corps de sa fille. Je pensais que c'était pas ma fille, c'était une autre, que c'était ma fille. Et malheureusement, j'ai vu Fanny. Ça m'a hanté, et encore maintenant. C'est inimaginable de vivre ça. Bah, on transforme un corps jeune en quelque chose d'horrible. Il n'y a plus rien. Le néant. Pour toute la famille Fauvio, la mort de Stéphanie représente un véritable séisme. Notre vie, elle est arrêtée comme ça, en 1995. Hein. Et on a toujours été très soudés. Et on forme une chaîne. Et le fait d'avoir perdu Stéphanie, ça nous a enlevé un maillon de la chaîne. C'était le rêve d'avoir une sœur comme ça. C'est le rêve. Hélas, on va casser mon rêve. « 48 heures après le crime, le 26 mai 1995, l'autopsie est pratiquée sur le corps de Stéphanie. Les causes de la mort sont confirmées, la jeune femme a été étranglée. L'examen permet également de situer l'heure de la mort au matin du 24 mai, entre 6h et midi. Alors, dans cette tranche horaire, quelqu'un dans l'immeuble où vit Stéphanie Fauvio a peut-être entendu quelque chose. Pour le savoir, les enquêteurs vont interroger tous les habitants du 52 rue Faidherbe, à Lille. Les policiers vérifient savoir si quelques voisins étaient dérangés ce matin-là par des coups de sonnette. Or, il semble que non.
En fait, les coups de sonnette ne sont pas anodins puisque le nom sur l'interphone, le nom des deux filles, des deux colocataires, ne figure plus sur l'interphone depuis plusieurs semaines. Ce qui accrédite finalement que l'auteur savait très bien où il allait et qu'il a appuyé sur le bon bouton, même en l'absence de nom et d'étiquette sur l'interphone. Cela semble évident. Le mystérieux inconnu connaissait donc sa victime. Et lorsque Karine est partie, l'homme a dû probablement ressonner et Stéphanie lui a ouvert. On pense donc qu'elle a ouvert à quelqu'un qui est un familier, à un moment où elle s'y attendait pas, puisqu'elle s'apprêtait à prendre son bain, qu'elle était en peignoir et que l'eau coulait, l'eau chaude coulait. Stéphanie était tellement méfiante sur tout qu'elle n'aurait jamais ouvert la porte dans cette tenue-là à un inconnu. C'était forcément quelqu'un qu'elle connaissait. Et par chance, un voisin a bien vu quelqu'un en bas de l'immeuble ce matin-là, vers 8h15, justement. Un locataire indiquera au policier qu'il a croisé une jeune fille blonde qui se trouvait en bas de l'immeuble ce matin-là. Une jeune femme blonde qui sonnait en fait à l'interphone. Lui sortait, cette jeune femme avait l'air de vouloir rentrer. Il lui a proposé de monter. Elle a refusé en disant non, si mon amie ne me répond pas, c'est qu'elle n'est pas là puisqu'elle ne s'attend pas à ma visite. Les policiers doivent désormais retrouver cette jeune femme blonde à tout prix. Peut-être qu'elle a vu quelque chose. Elle pourrait être un témoin capital dans l'enquête. Les policiers ne vont pas avoir à chercher bien longtemps la fameuse jeune femme blonde, car elle va se présenter d'elle-même. Il s'agit de la meilleure amie de Stéphanie. Ce matin-là, elle était allée dans une agence de voyage qui est à 2 pas de l'appartement de Stéphanie. Et puisqu'elle était un peu en avance, elle en a profité pour passer chercher Stéphanie. Et que donc à 8h15, elle a sonné à 2 reprises chez Stéphanie, mais qu'on ne lui a pas ouvert. La jeune femme a des révélations à faire. La meilleure copine de Stéphanie raconte qu'elles ont passé la soirée ensemble, elles ont dîné, puis ensuite elles sont allées prendre un petit verre en ville. Les enquêteurs vont découvrir au fur et à mesure que des tensions naissaient entre les 2 colocataires, les 2 amis. Alors qu'elles étaient effectivement très amies au lycée, la cohabitation devient un peu plus difficile. Parce qu'elles n'avaient pas les mêmes centres d'intérêt, elles n'avaient pas forcément la même vie. Stéphanie aimait bien sortir, avait une vie sociale très intense. Karine était un petit peu plus renfermée, plus seule. Que Stéphanie avait beaucoup de copains, copines, donc elle avait un noyau autour d'elle. Et je pense que ça pouvait peut-être gêner Karine, qui était une personne un peu plus tranquille. Et il semblerait que la distance se soit faite entre ces 2 filles qui avaient décidé l'année d'après de ne plus habiter en colocation. Alors, Karine, la colocataire, aurait-elle quelque chose à voir avec le meurtre de Stéphanie? La suite du récit de la meilleure amie pourrait le laisser penser. Stéphanie s'était confiée à sa meilleure amie en lui disant que sa colocataire essayait de lui piquer son petit copain. Elle lui faisait un peu de rentre-dedans, elle lui faisait les yeux doux. Donc évidemment, lorsque les policiers entendent ça, ils se disent bah tiens, c'est peut-être une dispute entre les 2 locataires, entre les 2 colocataires qui aurait mal tourné. Et que c'est peut-être Karine qui a essayé de maquiller la scène en cambriolage. Karine a donc très bien pu tuer Stéphanie parce qu'elle était jalouse de son histoire d'amour avec Vincent. La colocataire devient donc la principale suspecte. Elle est donc placée en garde à vue dans les locaux de la sûreté lilloise. Mais face aux policiers, Karine va se révéler très coriace. Elle ne va pas en démordre, elle va indiquer ce qu'elle a toujours dit, à savoir qu'elle a quitté l'appartement à 8h05. Stéphanie était encore en vie, elle s'apprêtait à prendre son bain. Et qu'après, elle ne sait pas ce qui s'est passé jusqu'à 17h30 quand elle y retourne avec les frères Legrand. Son emploi du temps, il est facile à vérifier puisque Karine, elle va passer des examens. Mais Karine a très bien pu tuer Stéphanie entre 6h et 8h, juste avant de quitter l'appartement. Les policiers lui mettent alors la pression. Ils sont allés vraiment très loin pour la faire craquer, parce qu'ils étaient persuadés que c'était elle. Ils
lui soumettait un scénario, qu'il y avait une dispute, que ça a mal tourné. Et donc ils vont pousser Karine dans ses retranchements. Mais Karine, elle tient bon. Karine, elle craque pas. Elle nie avec véhémence avoir quelque chose à se reprocher quant à la mort de sa colocataire. Faute de preuves, Karine, la colocataire, est relâchée. Le 7 juin 1995, les obsèques de Stéphanie Fauvio se déroulent dans l'église du village du Pas-de-Calais où elle a grandi. C'est l'occasion pour sa famille de se remémorer les images du bonheur passé. Pourquoi tu m'en c'est pas tarqué là? Ouais, c'était une petite reine, une petite princesse. Stéphanie, c'est un être très sincère. Stéphanie, elle était intègre. C'était une jeune fille intègre. Fidèle, aussi bien en amitié qu'en amour. Très souriante, qui rendait beaucoup service à ses amis. On pouvait lui demander n'importe quoi, à n'importe quelle heure. On pouvait compter dessus, quoi. Si elle pouvait nous rendre service ou autre, elle le faisait toujours avec le sourire. De Stéphanie, je ne pouvais pas en parler. Je ne pouvais pas. Et ma femme, elle avait besoin de parler, mais moi non. Personne dans la famille ne peut faire son deuil, surtout que le meurtrier court toujours. On savait que c'était un proche, quelqu'un qui connaissait. On dit, il est sûrement dans l'église. Mais nous, à l'époque-là, tout le monde était coupable. Tout le monde. Même dans l'entourage, très proche, tout ça, on doute de tout le monde. Alors on s'est mis beaucoup de personnes à dos, parce qu'on avait un soupçon. Et ça, c'est terrible. C'est terrible. Rongés par le soupçon, les Fauvio sont décidés à prendre les choses en main. Ils veulent savoir qui a tué leur fille, à tout prix. Et parmi les suspects potentiels des Fauvio, il y a un jeune garçon, Lilian Legrand. Souvenez-vous, avec son frère et Karine, ils ont découvert le corps de Stéphanie. J'ai trouvé que la découverte du corps de Stéphanie, il n'y avait pas trop de logique dans la façon que ça s'est déroulé, je trouvais. On trouvait ça un peu rocambolesque de défoncer les portes et tout ça en pensant à un cambrioleur possible. Ils pensaient que c'était un voleur qui s'était enfermé dans la salle de bain, à un moment qu'ils ont cru. Bon, je veux bien, mais pourquoi ils ont encore fracturé la porte? S'il était enfermé, autant le laisser puis appeler la police, quoi. J'ai trouvé que le raisonnement n'était pas normal, entre guillemets. Ginette Fauvio, la mère de Stéphanie, va plus loin. Elle rapporte aux enquêteurs des confidences faites par sa fille quelque temps avant sa mort. Stéphanie lui avait parlé de Lilian Legrand. Stéphanie m'en avait parlé, oui, qu'il avait des drôles de comportements. Lilian passait de temps en temps à l'improviste le matin dans l'appartement. Lilian venait le matin ou à d'autres moments de la journée quand elle était là et que Karine n'était pas là et qu'elle trouvait ça étonnant. Enfin, elle l'aimait pas, quoi. Elle l'aimait pas. Pour elle, il était bizarre. Elle est très mal à l'aise, en fait. Elle est très mal à l'aise par rapport à Lilian Legrand. Lilian Legrand est-il le mystérieux inconnu qui a sonné ce matin-là au domicile de Stéphanie Fauvio? Le jeune homme aurait-il dupé tout le monde? Pour la famille, cela ne fait pas de doute. Mais il y a un problème. Le jeune Lilian n'a pas du tout le profil d'un tueur ultra-violent. Il a 24 ans et il est même en ménage. Il a un BTS d'électrotechnicien, il vit en concubinage avec Sandrine, qui est la sœur de Karine. Il vient de passer le concours de la gendarmerie, il attend les résultats, une éventuelle affectation. Et pour passer le temps, il donne des petits coups de main à ses parents qui viennent d'acheter une maison. Sur lui, il n'y a pas de choses extraordinaires à raconter. C'est un garçon plutôt dans la norme. Rien à dire. Tout de même, les enquêteurs convoquent Lilian Legrand et ils l'interrogent sur son emploi du temps pour le matin du drame, le 24 mai 1995. Et il habite à Lens. Il a quitté Lens avec Sandrine, sa compagne, à 8h, 8h05. Ils vont chacun dans leur voiture.
Et lui, ensuite, va chez son père, qui habite un peu plus loin et qui est en train de travailler sur une maison qu'il a rachetée, il est en train de la restaurer. Et il précise qu'il a effectivement passé toute la matinée à travailler en compagnie de son père. Son alibi est vérifié, et là on va entendre son père qui le confirme, et on va entendre son ami de l'époque qui confirme également l'heure à laquelle il s'est levé. Et si l'on retient ses horaires, il n'y a aucune raison de ne pas les retenir, ça rend impossible sa présence sur les lieux du crime, au moment du crime. Lilian Legrand a un alibi en béton. En guise d'ultime vérification, les enquêteurs effectuent tout de même une comparaison ADN avec le poil pubien retrouvé sur le nombril de la victime. On va se rendre compte qu'il n'y a aucune correspondance. On sait qu'il n'appartient pas à Lilian Legrand. Donc à partir de ce moment-là, tous ceux dont l'ADN ne correspondait pas, ils étaient exclus, automatiquement. Donc, dans l'esprit des enquêteurs, à partir de ce moment-là, on s'éloigne de cette piste-là. Plus de 15 jours après le drame, le mystère que l'on pensait résolu s'épaissit un peu plus. Et c'est une nouvelle expertise qui va venir relancer l'affaire. Laboratoire de police scientifique de Lille. Les résultats des analyses de sang de Stéphanie tombent. Et ils sont très surprenants. Les toxicologues ont mis en avant dans le corps de la victime une certaine quantité d'héroïne. Potentiellement, cela correspond à une prise d'héroïne qui a pu avoir lieu 1 heure à 3 heures avant le décès de Stéphanie. On se dit, mais que font ces traces d'héroïne dans le sang de Stéphanie? Stéphanie a-t-elle été tuée pour une histoire de drogue? Peut-être bien. Le quartier de la gare Lille-Flandre, situé à seulement une centaine de mètres de l'appartement, est en effet la plaque tournante de la drogue à Lille. Il faut se replacer aussi dans le milieu des années 90 où l'héroïne, particulièrement à Lille, était un produit malheureusement très ou trop consommé et des toxicomanes autour de la gare, il y en avait beaucoup. Donc, on va chercher du côté des dealers, essayer de voir s'il y a des connexions avec Stéphanie. Les policiers sillonnent les alentours de la gare à la recherche de suspects. Et très vite, un témoin se manifeste auprès d'eux. C'est un chauffeur de taxi qui affirme avoir vu Stéphanie en difficulté quelques jours avant sa mort. Et qui dit, j'ai vu une jeune fille qui est arrivée, essoufflée, qui courait, il y avait des jeunes gens qui étaient derrière elle aussi. Il m'a demandé si je pouvais monter dans la voiture. Et les deux jeunes gens se sont approchés de moi, ils m'ont dit, ne la faites pas monter, c'est une toxico, etc. Je ne les ai pas écoutés. J'ai pris la jeune fille, je l'ai déposée quelques mètres plus loin. Ce témoignage pourrait bien s'avérer providentiel. Malheureusement, le chauffeur n'est pas très précis. C'est le moins que l'on puisse dire. Il décrit une jeune femme avec des cheveux mi-longs, alors que Stéphanie a des cheveux très longs qui descendent très bas dans le dos. Le chauffeur de taxi donne une description physique de la jeune fille qui ne colle pas vraiment avec la description de Stéphanie. Pour autant, les policiers ne renoncent pas à la piste de la drogue. Ils vont interroger les parents de Stéphanie et Francis et Ginette Fauvio réfutent la toxicomanie présumée de leur fille. Alors ça, c'est quelque chose qui ne passe pas pour nous. Stéphanie n'était pas une toxicomane. Pas du tout, pas du tout. Puis l'argent, qu'elle aurait eu l'argent. C'est moi qui versais de l'argent sur son compte. Mais non, elle n'avait aucun problème dessus. Tous ses proches, ses amis, la famille, on sait très bien que Stéphanie n'est pas une droguée. Je veux rétablir la vérité. On nous tue notre fille. Il faut déjà vivre avec ça, mais en plus la salir, là c'est de trop. C'est la goutte qui fait déborder le vase. Francis et Ginette Fauvio sont persuadés que les policiers font fausse route. Ils exigent une contre-expertise. Ma mission va être de déterminer si Stéphanie était une consommatrice habituelle de produits stupéfiants et donc cet expert-là va faire une analyse des cheveux de Stéphanie. Dans le bulbe des cheveux se fixent en fait les traces d'héroïne et ça permet de savoir si on est face à une héroïnomane. Et là, les conclusions sont absolument formelles, on ne retrouve aucune trace.
C'est-à-dire qu'on ne retrouve pas dans le bulbe de traces d'héroïne, ce qui veut dire en d'autres termes qu'elle n'est pas une toxicomane d'habitude et que si elle a une fois dans sa vie pris de l'héroïne, c'est quelques heures avant sa mort, mais en tout cas elle n'en avait pas pris avant. Stéphanie n'était pas une toxicomane. Alors comment l'héroïne est-elle arrivée dans son sang? Les Fauviaux ont leur petite idée. La drogue a été ingurgitée entre 1 heure et 3 heures avant sa mort. C'est pas possible qu'on se shoote pour une personne qui pas régulièrement shootée à 7 heures du matin ou à 8 heures. C'est pas possible, je vois pas le sens. Mais je me demande maintenant s'ils l'ont... je sais pas, je me demande, j'en suis sûr. Ils l'ont drogué avant ou après sa mort. Je sais pas. Ça, c'est quand même un mystère qu'on ne découvrira jamais. Alors, pour brouiller les pistes, le tueur a-t-il injecté à Stéphanie de l'héroïne afin de faire croire que la jeune fille était impliquée dans un trafic de drogue? Mais là encore, aucune preuve ne vient confirmer cette thèse. L'enquête repart à zéro. Dans ce dossier, il y a une certitude. Le tueur connaissait Stéphanie Fauviaux, puisque la jeune femme lui a ouvert la porte. Alors les policiers ont une idée un peu folle. Puisqu'ils possèdent un ADN masculin provenant du poil pubien, ils vont le comparer aux ADN de tous ceux qui connaissent Stéphanie. Les parents de la victime vont donc aider les policiers et consciencieusement recenser toutes les personnes qui fréquentaient leur fille. À la fin du mois de juin 1995, les parents de Stéphanie mènent eux-mêmes l'enquête au département mathématique de la faculté de Lille, où était justement inscrite leur fille. Je cherchais ce qu'on disait de Stéphanie, surtout comment elle était, tout ça, pour voir s'il y avait quelque chose d'anormal. Les petits heurts que Stéphanie aurait pu avoir avec certaines personnes, on essaye d'agrandir le cercle. Un petit copain qui était peut-être un petit peu trop amoureux, qui avait des envies ou quelque chose comme ça. Ginette Fauviaux accomplit alors un véritable travail de détective. Elle effectue des recoupements très minutieux. Elle cherche tous les petits détails qui peuvent, au bout du compte, mener à une piste. Tel jour, il y a eu telle personne qui a rencontré Stéphanie, je l'ai trouvé bizarre, on va peut-être enquêter sur lui. Elle va s'accrocher à l'enquête, elle va s'accrocher à l'enquête comme à une béquille. Si j'avais pas eu l'enquête, je sais pas si je serais encore là à l'heure actuelle. Elle disait, il faut qu'on trouve, il faut qu'on trouve. Ginette Fauviaux consigne le fruit de ses recherches dans un mini-mémoire qu'elle va envoyer aux enquêteurs. Un document qui fait 14 pages où elle va mentionner tous les gens qui pourraient éventuellement être suspects. Alors il y a tous les étudiants qu'elle connaît, ses relations de faculté, les amis de ses amis. Je voulais des réponses à mes questions. Mais ça donne un travail monstrueux aux policiers parce qu'il faut qu'ils vérifient tout. Pendant des semaines, les hommes de la sûreté vont enquêter à la fac. Ils interrogent des dizaines et des dizaines d'étudiants. À chaque fois, des prélèvements ADN sont effectués, en vain. Tous les ADN des proches de Stéphanie ont été comparés par rapport à ce poil pubien. Et aucun n'a matché. Mais malgré toutes les recherches qui ont été faites, il y a 102 personnes qui ont vu leur ADN analysé. Jamais les policiers n'ont pu retrouver à qui appartenait ce poil pubien. La présence de ce poil sur le corps de Stéphanie reste une énigme. 1 an après le drame, l'enquête est toujours dans l'impasse. Le plus grand ennemi des enquêteurs, c'est le temps qui passe. Plus le temps passe, plus les choses sont compliquées. Sauf pour les parents de Stéphanie, qui sans relâche continuent de maintenir les enquêteurs sous pression. Nous, on se battait surtout pour qu'il y ait tout le temps quelque chose à chercher pour l'enquête, afin qu'on ne clôture pas le dossier. On essaie d'ouvrir l'information au maximum. On va jusqu'à rechercher s'il y a eu des crimes semblables qui ont été commis dans la région. Et justement, le 29 mai 2000, à 30 km de Lille, à Tournai en Belgique,
La ville frontalière réputée pour sa faculté est bouleversée par le meurtre sauvage d'une élève infirmière. L'affaire fait l'ouverture du journal télévisé. Madame, Monsieur, bonjour. Meurtre d'une étudiante française à Tournai. La jeune fille de 22 ans a été retrouvée morte dans sa chambre d'étudiant. 18 h hier soir, la police de Tournai arrive sur les lieux du drame. Il découvre le corps sans vie de Charlotte Olvout, 22 ans. La jeune fille préparait ses examens d'infirmière dans la chambre de deux amis qui se sont absentés toute l'après-midi. À leur retour, elle trouve les fenêtres de l'appartement fermées, les stores descendus, impossible d'entrer, la porte est fermée à clé. L'affaire fait également la une des quotidiens lillois, de l'autre côté de la frontière. Et plusieurs détails retiennent l'attention des hommes de la sûreté. C'est un meurtre d'une jeune fille qu'on retrouve dévêtue, nue. Il s'avère que cette victime est morte étranglée. Il y a un poil pubien qu'on découvre au même endroit. Sur le nombril. Coïncidence très troublante, très troublante. Et si le meurtrier de Stéphanie Fauvio avait récidivé 5 ans plus tard? Pour les enquêteurs, l'hypothèse n'a rien de farfelu. En plus, le suspect vient juste d'être arrêté. Il s'appelle Raphaël Vinck, c'est un psychopathe belge âgé de 28 ans. Il a reconnu le meurtre de Charlotte Olvout lors d'une reconstitution organisée par la police belge. Ils vont se rendre compte qu'il a de gros problèmes psychiatriques, cet individu, qu'il est d'ailleurs hospitalisé dans un établissement spécialisé. Le meurtre de Charlotte, en fait, a été perpétré un jour où ce malade était censé être en hôpital psychiatrique. Or, il s'était évadé. Et lors de son évasion, il a tué une jeune femme. Les policiers lillois se rendent à Tournai, au centre psychiatrique des Marronniers, où Raphaël Vinck, le meurtrier présumé de Charlotte Olvout, est interné. Ils veulent l'interroger sur le meurtre de Stéphanie Fauvio, commis le 24 mai 1995. Son état ne sera pas compatible avec une audition et donc la psychiatrie belge interdit aux policiers d'entendre ce suspect. Et apparemment, l'établissement est catégorique. Ce jour-là, ce 24 mai 1995, Raphaël Vinck était bien interné dans leur unité et il n'a pas pu s'échapper. On va comparer son ADN avec l'ADN issu du poil pubien, ADN différent, donc on va écarter encore une fois cette piste. 5 ans après le meurtre de Stéphanie Fauvio, les policiers n'ont plus la moindre piste. Désormais, à moins d'un miracle, il n'y a presque plus aucune chance que l'affaire soit un jour élucidée. Au palais de justice de Lille, le dossier du meurtre de Stéphanie Fauvio passe de juge en juge. En 2005, faute de nouvelles pistes, une magistrate songe même à clore l'enquête. On nous convoque pour nous dire que le dossier commence à arriver un peu à sa fin. On se dirige vers un non-lieu et ça, la famille Fauvio ne le supportait pas. Mes parents, avec les inspecteurs, trouvent encore des pistes encore exploitées. À fond, à chercher le petit point pour pouvoir retrouver, faire une enquête, pour éviter qu'on place le dossier. Dès lors, les Fauvio sont loin d'imaginer qu'il leur faudra encore attendre 5 longues années pour que l'enquête connaisse enfin une avancée décisive. Nous sommes en février 2012. Un nouveau juge d'instruction reprend le dossier du meurtre de Stéphanie. En 17 ans, les techniques d'exploitation de l'ADN ont beaucoup évolué. Alors le magistrat décide de faire réanalyser tous les scellés. Et parmi ces scellés, il y a le peignoir de bain que portait Stéphanie Fauvio lorsqu'on l'a retrouvée morte. Et donc l'analyse ADN de ce peignoir va permettre de mettre au jour un ADN de contact, donc un ADN qui vient des mains, ce qui n'était pas possible en 1995, on ne savait pas extraire l'ADN de contact. Ce nouvel indice est capital, car cet ADN n'a pas été retrouvé n'importe où sur le peignoir. On le retrouve sur des endroits qui ne sont pas anodins, on le retrouve autour du col, derrière, comme si on avait empoigné la victime. Et ce n'est pas tout. Cet ADN est mêlé avec le sang de Stéphanie.
Le fait de trouver un ADN mélangé avec le sang de la victime laisse à penser que cet ADN est celui du meurtrier. Grâce aux autres scellés, notamment les cigarettes prélevées dans l'appartement, les enquêteurs vont même obtenir un nom. L'ADN masculin qu'on retrouve sur le peignoir est identique à l'ADN qu'on retrouve sur certaines cigarettes retrouvées ce soir-là, qui sont en fait des cigarettes qui ont été fumées par les frères Legrand. Et là, ça match. Et ça match vers qui? Vers Lilian Legrand. Donc, celui qui a touché le peignoir, qui a son ADN mélangé avec le sang de Stéphanie Fauvio, c'est Lilian Legrand. Incroyable rebondissement. 17 ans après le meurtre, Lilian Legrand devient de nouveau le suspect numéro 1. Quelques jours plus tard, le juge avertit les parents de Stéphanie que l'enquête est en voie d'aboutir. Il ne donne pas le nom du suspect, mais les Fauvio ont tout de même leur idée. Mon premier nom cité, c'est M. Lilian Legrand. Je dis franchement, j'ai tout de suite pensé à lui. Depuis 1995, on avait dit que c'était Legrand. Et c'était bien lui. Pour tout le monde, Lilian Legrand est le coupable. Le seul problème, c'est qu'il n'est pas n'importe qui. Il est devenu gendarme. Il est devenu gendarme. Il est rentré dans la gendarmerie nationale. C'est un gendarme très bien noté. C'est un adjudant. Marche! Ensemble! Le militaire de 41 ans a également servi dans le corps très prestigieux de la garde républicaine, à la protection de Jacques Chirac. Il a des états de service absolument irréprochables. Donc c'est un gendarme qui est très à l'aise dans sa carrière, qui semble assez à l'aise dans sa vie de famille. Lilian Legrand a épousé Sandrine, sa petite amie de l'époque, et ils ont 2 enfants. Bref, marié, père de famille, pas l'ombre d'un problème. C'est vraiment quelqu'un de très installé, très inséré dans la société. En 2012, Lilian Legrand est informaticien à la gendarmerie de Nice. Les policiers décident de lui adresser une simple convocation, comme en 1995, mais cette fois ils vont essayer de le faire craquer. 12 novembre 2012, Lilian Legrand se présente à la PJ de Nice. Mais l'ambiance n'est plus du tout la même que lorsqu'il était un jeune homme de 24 ans. On lui signifie la raison de son placement en garde à vue, c'est-à-dire qu'on le suspecte du meurtre de Stéphanie Fauvio. Il va réciter exactement mot pour mot tout ce qu'il avait déclaré en 1995. Enfin, c'est pas quelqu'un qui paraît intimidé par la situation. Au fur et à mesure des auditions, les policiers cherchent la faille, ils essayent de le faire craquer. Les enquêteurs font comprendre à Lilian Legrand qu'il est acculé. Il n'est pas le seul à être placé en garde à vue. On va mettre en garde à vue toute sa famille. Il sait au moment où il est en garde à vue qu'il y a sa femme, son frère et même son père. Et ils vont axer leur interrogatoire en lui disant que son père, qui lui avait servi d'alibi, que son frère, qui lui avait également servi d'alibi, semble avoir un peu changé la vie. En tout cas, ils ne se souviennent plus très bien. La mise en garde à vue de toute la famille, c'est une vraie pression. Mais le gendarme ne craque pas. Alors les policiers jouent leur va-tout. Ils abattent la carte de l'ADN. L'enquêteur va lui dire, bon, on a l'impression que tu nous racontes des bêtises. Nous, on sait qu'il y avait ton ADN sur le peignoir. Et là, il craque parce qu'il s'attendait à tout sauf à ça. Avec le temps qui était passé, il considérait que c'était fini. Et le militaire va passer aux aveux, mais il jure que c'était un accident. Il va dire que oui, il avait une aventure avec Stéphanie. Que c'était une relation purement sexuelle, qu'il avait eu 3-4 relations sexuelles avec elle. Et il explique que ce matin-là, effectivement, c'est lui qui a sonné. Stéphanie l'attendait. Qu'à la suite d'un rapport particulièrement fougueux, elle serait tombée en arrière et se serait fracassé le crâne sur la baignoire. Les policiers croient absolument pas une seule seconde à cette version. Ce qu'il dit est quand même peu vraisemblable dans la mesure où en plus on a retrouvé des traces de strangulation. Lilian Legrand, amant de Stéphanie Fauvio, ça tient pas la route une seconde.
Les policiers placent Lilian Legrand face à ces contradictions. Alors le gendarme donne une deuxième version du drame. Il dira que, pour finir, il n'avait pas de liaison avec elle. Et qu'il a sonné ce matin-là parce qu'il voulait la voir, effectivement. Qu'il a eu une brusque pulsion quand elle a ouvert la porte parce qu'elle était en peignoir et nue dessous. Qu'il lui a proposé de prendre un bain avec elle, qu'elle a refusé, qu'il l'a étreint, qu'elle a voulu se débattre, qu'il voulait lui imposer une relation sexuelle, mais qu'elle a eu un mouvement de recul et que lorsqu'elle a reculé, elle a chuté, elle s'est cognée la tête. Qu'il l'a étranglée pour faire croire aussi à un cambriolage, qu'il a tout maquillé, etc. Il reconnaît les faits. Bingo pour les enquêteurs. Pourtant, une fois encore, le récit de Lilian Legrand ne convainc pas les inspecteurs de la PJ. Il n'explique pas tout, parce que par exemple, il n'explique pas le visage brûlé, parce que par exemple, la drogue reste un mystère. Alors on lui fait valoir également que ça ne correspond pas à la réalité, puisqu'il a 3 impacts sur la tête. On n'a pas la vérité, mais on a quelqu'un qui était sur la scène de crime et qui est responsable de la mort. Donc c'est pas mal quand même. À l'issue de sa garde à vue, Lilian Legrand est mis en examen pour meurtre et tentative de viol. Il est incarcéré. L'homme devra répondre à ses accusations devant la cour d'assises. Reste à savoir s'il consentira à livrer toute la vérité. Lundi 10 octobre 2016, palais de justice de Douai. Le procès de Lilian Legrand s'ouvre devant la cour d'assises du Nord. Le militaire fait son entrée dans la salle. Quand il se présente dans le box des accusés, on revoit le gendarme. Il a une veste bleu marine, une chemise blanche. Il m'a donné l'impression d'être très froid, très fermé sur lui-même. Depuis 20 ans, Francis et Ginette Fauvio veulent savoir la vérité. Mais l'attitude du gendarme douche tous leurs espoirs. Vraiment absent. On avait l'impression que c'était pas son histoire à lui, et puis c'est tout. Il n'y avait rien à cirer, puis malheureux de façon. À charge pour le ténor du barreau, Éric Dupond-Moretti, d'assurer sa défense. Il est apparu comme quelqu'un de très froid, mais c'est pas parce qu'il a du mal à exprimer ses émotions qu'il n'en a pas. Et c'est pas parce qu'il a du mal à exprimer ses émotions qu'il est coupable. Lilian Legrand réserve une surprise à la cour et aux jurés. Il va nier avoir joué un quelconque rôle dans la mort de Stéphanie Fauvio. Lorsque la présidente va l'interroger sur les faits, il ne prononce que quelques mots. Il dit « je plaide non coupable ». Point à la ligne. Il n'y a rien d'autre. Il n'est jamais allé au 52 rue Faidherbe, il n'est jamais monté ce jour-là et il a encore moins une relation sexuelle avec cette jeune femme. Incroyable. Après avoir avoué 2 fois, le gendarme se déclare désormais innocent. Et son avocat de tirer à boulet rouge contre la police judiciaire et ses méthodes. Et il y a 32 ans que je suis avocat, jamais vu ça. La police écrit « Nous allons rechercher Lilian Legrand sous le regard de sa culpabilité ». Donc c'est clair, adieu toute velléité d'impartialité dans ce dossier-là. On y va parce qu'on a l'ADN et qu'on est certain qu'avec l'ADN, c'est fini. Pour le ténor du barreau, la présence de l'ADN sur le peignoir ne prouve rien. Alors il va dire, moi quand j'allais chez la victime, et j'y suis allé à plusieurs reprises, les toilettes, la salle de bain, c'était la même pièce. Et il y avait ce peignoir de bain qui était accroché à un clou. Et on explique parfaitement qu'il ait pu se laver les mains et qu'il ait pu s'essuyer les mains sur le peignoir avec 2 endroits principaux qui correspondent à son ADN. C'est parfaitement possible. Mais alors, si Lilian Legrand est innocent comme l'affirme son avocat, que signifie le courrier qu'il a écrit en toute fin de garde à vue à destination de sa femme? Il y a sa femme qui part pour un moment, il lui demande de l'excuser, lui dit qu'il a toujours aimé, qu'il a fait une bêtise énorme, qu'elle prévienne ses filles parce qu'il a 2 filles. Et il termine en disant « Je suis vraiment désolé, maintenant tu sais d'où me viennent ces 17 ans d'insomnie ». Il dit à sa femme « Tu comprends pourquoi mes 17 ans d'insomnie ?» Pour moi, c'est des aveux. Là, on n'est plus face à des policiers, on est face à une page blanche.
Il écrit ce qu'il veut et il n'y a aucun piège qui n'est tendu à Monsieur Legrand. Mais ça, c'est toute la difficulté de celui qui démarre sa vérité par un mensonge. Vous ne pouvez plus vous en sortir après. Enfin, vous êtes obligé de patauger. On n'avoue pas des choses comme ça en sachant les conséquences. En plus, lui, comme je vous dis, adjudant de gendarmerie, il sait bien les conséquences que ça va avoir derrière, l'impact que ça va avoir derrière. Au procès, Lilian Legrand doit s'expliquer. Seulement le gendarme se mure dans le silence. Et la cour n'apprendra rien de ce qui s'est déroulé le 24 mai 1995 dans cet immeuble du centre de Lille. Après 5 jours d'audience, Lilian Legrand est condamné à 30 années de prison, la peine maximale. Mais les parents de Stéphanie ressortent frustrés. Malheureusement, nous sommes très déçus parce que nous n'avons pas eu les réponses à nos questions. On n'a rien su. On n'a rien su. Il a changé au moins 4-5 fois sa version des faits. Alors c'est un triste individu. Lilian Legrand a fait appel de sa condamnation. Un second procès devrait se tenir d'ici 1 an. Il est 17 h lorsque Karine, sa colocataire, vient récupérer ses affaires. Il est 17h30 lorsque les policiers... À 7h15, l'interphone a sonné. Elle est allée répondre et il n'y avait personne à l'autre bout du fil. 7h30, deuxième coup de sonnette. Cette fois-ci, c'est Stéphanie qui répond. Et même chose, personne au bout du fil. Alors, qui a bien pu à 2 reprises sonner ce matin-là? S'agirait-il du tueur? Ensuite, Karine raconte avoir quitté l'appartement à 8h05 pour aller en cours. Elle a laissé seule Stéphanie Fauvio.